Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Dans 10 mois, le 5 novembre 2024, les Américains choisiront ou non leur prochain président. C'est une élection inédite. Aucun candidat à la présidence des États-Unis a fait campagne en étant inculpé dans une affaire judiciaire. Et pourtant, Donald Trump est le grand favori de la course pour les primaires républicaines. Et donc, depuis le 15 janvier jusqu'au 4 juin, des primaires et caucus, alors vous allez nous expliquer ce que c'est, Nicolas Conquer, les caucus, vont être organisés à l'échelle des États américains pour élire les candidats du Parti républicain et du Parti démocrate à l'élection présidentielle. Alors, les premiers résultats sont tombés dans l'État de l'Iowa et Donald Trump arrive en première place avec une première place écrasante. L'ancien homme d'affaires a obtenu 51% des voix contre 21,2% pour Ron DeSantis, 19,1% pour Nikki Haley. Alors, on rappelle que l'Iowa représente seulement 40 délégués dans cette élection républicaine. Cependant, traditionnellement, cet État donne la tonalité des élections donc présidentielles américaines. Alors, on va voir ça tout de suite avec Nicolas Conquer. Bonjour Nicolas Conquer. Bonjour Quentin. Alors je rappelle, vous êtes porte-parole du Parti républicain américain en France. Alors comment expliquer la victoire écrasante de Donald Trump ? Peut-il y avoir un impeachment pour Donald Trump après ses déboires judiciaires ? Puis aussi, on va parler aussi de Joe Biden. Est-ce qu'il a des rivaux du côté démocrate ? Est-ce que Donald Trump peut revenir pour de nouveau devenir président des États-Unis ? Alors je voulais vous parler de cette musique, Richmond North of Richmond, excusez-moi pour l'accent. Pourquoi c'est une chanson anti-élite ? Pourquoi c'est devenu, entre guillemets, l'hymne républicain ? Alors, tout d'abord, dans sa jeunesse, c'était un artiste qui faisait de la country. Il fait ça vraiment dans ce qu'il y a les États-Unis un peu oublié, la Rust Belt. Il a enregistré ça en compagnie de son chien dans sa grange, au fond de son jardin, en espérant jamais faire un hit qui allait vraiment être écouté des centaines de millions de fois, juste en partageant avec ses amis, en abordant les sujets, en critiquant les élites de Washington qui se soucient de leurs intérêts propres plutôt que de s'occuper des Américains qui sont déclassés. Donc en exprimant un peu cette colère, mais sans haine et juste avec un peu d'air, un peu country, ça a vraiment permis d'émerger. Et même si lui, il n'est pas particulièrement républicain, il est plutôt du côté indépendant, on va dire, il a quand même des messages à apporter, mais il refuse de faire partie de ce système et de souscrire à des grands contrats avec des agents. Voire même, la petite anecdote, c'est qu'il a fait annuler des concerts dans lesquels il a trouvé que les agents intermédiaires prenaient des commissions trop élevées et faisaient payer des billets hors de prix à ceux qui venaient l'écouter. Oui, un vrai dissident, un vrai chanteur anti-limite, un vrai chanteur engagé, parce qu'il y a des chanteurs engagés qui ne sont pas tous démocrates ou de gauche. Alors, je voulais vous parler des primaires, surtout parce qu'on parle des primaires. Alors, on dit que les primaires se déroulent du 15 janvier jusqu'au 4 juin. Vraiment, pour les néophytes français, Nicolas Conquer, comment se déroulent les primaires américaines ? Parce qu'on parle de primaires et de caucus. Alors, qu'est-ce que c'est les primaires, les caucus ? Pourquoi il y a différents modes de scrutin pour les primaires aux États-Unis ? Absolument. Alors, effectivement, aux États-Unis, donc on a 50 États et on considère que les Américains vont choisir les délégués qui vont déterminer qui sera le candidat investi pour l'élection présidentielle. C'est-à-dire que lors des 50 États, soit il y a un vote qui est tenu par l'État, et dans ce cas, c'est une primaire dans laquelle on va voter à bulletin secret. Soit l'autre alternative, c'est le caucus qu'on a vu dans l'Iowa, et c'est un système qui est très ancien, qui a plus de 200 ans, dans lequel les différents votants qui sont encartés dans sa partie vont se réunir entre eux, vont discuter des propositions des différents candidats, et ça, c'est des réunions qui se déroulent en physique, c'est-à-dire qu'on ne vote pas par correspondance, on se déplace, malgré le froid polaire qu'il faisait en Iowa, où il faisait près de moins de 25 degrés, les gens se déplacent, ça se déroule dans des églises, dans des gymnases, dans des écoles. Et à l'issue de ces discussions-là, ils vont se désigner pour le candidat et ils vont également faire des propositions que ce candidat doit apporter lors de l'élection. Vous l'avez dit, l'Iowa, ce n'est pas l'État le plus important, mais historiquement, du moins ces 50 dernières années, c'était le premier dans la course parce qu'il permet de prendre le pouls de la population et également, même si cet État n'est pas faiseur de roi, il permet d'écarter certains des prétendants qui, au final, n'avaient pas tant leur place dans la course. Il y a eu des surprises. En 1976, Jimmy Carter est sorti d'absolument nulle part lors de cette primaire-là. Ça lui a donné une impulsion dans sa campagne. Après, le fait de remporter l'Iowa ne présage en rien de la victoire.
La dernière fois qu'un républicain a remporté l'Iowa et a gagné l'investiture, c'était avec George Bush en 2000. Mais là, on est dans une dynamique tout autre. La victoire de Trump sur son premier challenger, elle est de 30 points. C'est une victoire historique, jamais égalée. Et qui, même si dans d'autres États, ça sera un peu plus compliqué pour lui parce que l'électorat soit moins acquis à la cause Trump, il y a fort à croire que cette dynamique le remet vraiment comme favori, non seulement pour la primaire, mais également pour l'élection générale de novembre prochain. Oui, donc parce que c'est ça. Je rappelle, Donald Trump a obtenu 51% des voix, 21,2 pour Ron DeSantis, 19,1 pour Nikki Haley. Alors comment ça se passe les primaires? Parce que on dit, voilà, il y a des candidats qui mènent une campagne pour les primaires. Et alors comment le candidat au final est choisi donc pour participer à l'élection présidentielle? Parce que donc ça se passe jusqu'au 4 juin, mais si j'ai bien compris, Oui. il y a des candidats qui peuvent abandonner en cours de route et c'est c'est finalement le dernier candidat qui reste qui obtient la place de représentant donc du parti démocrate ou républicain. Voilà, pour faire simple, l'objectif est d'obtenir un maximum de délégués. La règle, c'est d'obtenir plus de la moitié des délégués, qui en a à peu près donc 2400, qui vont se déterminer le candidat à la primaire. Chaque État, en fonction de sa taille, de sa population, vous attribue un nombre de délégués. En Iowa, il y en avait 40, donc Donald Trump est parti avec 20 délégués. Encore une fois, on a dit que c'est pas l'Iowa qui compte par rapport à l'issue du scrutin, mais ça lance la dynamique. Et à mesure que vous passez dans les différents États, vous accumulez ces délégués et de manière à savoir quand ou qui l'emportera. Il y a fort à croire que l'élection soit pliée, cette primaire soit pliée avant, avant juin, avant qu'elle soit terminée, parce que Trump aura amassé suffisamment de députés. Mhm. La possibilité que certains candidats choisissent de sortir de la course est tout à fait envisageable. On l'a vu même au lendemain du caucus. Vivek Ramaswamy, qui est un néophyte de la politique et qui a mené une très bonne campagne, surtout en soutien de Trump, a permis voilà, d'aborder des nouveaux thèmes, mais surtout de contrecarrer des éléments de langage de la presse mainstream sur voilà, des questions de race, d'immigration, d'entrepreneuriat et de réussite. Il a vraiment pu faire vraiment avancer l'agenda conservateur, donc on s'en réjouit. Et il a choisi de se retirer de la course et de venir en soutien à Donald Trump. Donc il y a une espèce, le faisceau un peu se concentre et permet à la fin à ce qu'il n'y ait plus que 2 ou 3 candidats principaux qui soient en lutte pour l'investiture. Et pensez-vous que Ron DeSantis ou Nikki Haley peut dépasser tout de même Donald Trump dans cette course pour les primaires, ou alors l'avance est déjà considérable pour l'ancien président des États-Unis? Alors, tout d'abord, en Iowa, on avait déjà d'entrée de jeu enterré Ron DeSantis. On disait qu'il est en train de dégringoler dans les sondages, il n'a aucune chance, un petit peu. Enfin, il est fini en politique. Il ne faut pas l'enterrer trop vite. Il a fait deuxième lors de cette première caucus. Maintenant, dans les États dans lesquels vont se dérouler les prochaines primaires, à savoir le New Hampshire et la Caroline du Sud, c'est Nikki Haley qui va être un peu plus en position de force. C'est un électorat plus modéré, plus indépendant qui pourrait favoriser sa candidature. Et surtout, en Caroline du Sud, elle a été gouverneure de cet État, donc elle a vraiment un fort ancrage, un bilan et une notoriété qui la favoriseront par rapport à d'autres candidats. Sur le long terme, je ne fais pas trop d'illusions, sauf s'il va y avoir des changements majeurs. Comme vous l'avez dit, Donald Trump fait face à des accusations, il y a différents procès en cours. Les républicains se pensent favorablement pour soutenir Donald Trump et un peu passer à couvert ses déboires avec la justice. S'il était condamné, ça serait une toute autre histoire. Voilà, donc ça c'est un peu le contexte actuel. Donc s'il devait y avoir une candidate qui émergerait, mais de manière très ponctuelle, dans les prochaines primaires, ce serait Nikki Haley. Mais sur le temps long et surtout le Super Tuesday, qui a lieu donc le 5 mars, qui est une espèce de super primaire dans lequel 8 États votent en même temps et qui vraiment, à partir de là, définit qui va l'emporter. Trump pourra potentiellement plier la partie et être d'ores et déjà le candidat qui sera investi. Donc le candidat des Républicains. Alors il y a aussi une primaire du côté démocrate, et puis sans surprise, Joe Biden, enfin sans surprise, il a recueilli 71,3% des intentions de vote le 9 janvier dernier. Alors les hommes, c'est Marianne Williamson, Dean Phillips qui ont recueilli 6,1% et 2,9%. La primaire démocrate, pourquoi il n'y a pas une véritable primaire? Enfin, dans tous les cas, on a l'impression que traditionnellement, le candidat sortant est le candidat naturel, même si son bilan est catastrophique. Effectivement, quand on a un président sortant, il est de rigueur de le laisser se repartir sur un deuxième mandat, si tant est que lui-même ne se désiste pas lui-même.
Joe Biden a annoncé très tôt, de manière très précoce, sa candidature. Et là, il a laissé trop peu de temps pour préparer l'arrivée d'un autre candidat. Même si on voit à l'heure actuelle que c'est tout l'état-major un peu démocrate qui s'affole, un peu inquiet quand on regarde les sondages par rapport au scrutin où face à Trump, face à DeSantis, face à Haley, Biden est vraiment dans une situation très critique. Et pour cause, dans les sondages actuellement, les Américains lui donnent une opinion favorable de 33%. Autant vous dire qu'avec ces chiffres-là, on ne peut pas gagner une élection. Parce que vous avez parlé d'autres candidats au sein du camp démocrate. Il y a des candidatures intéressantes. Il y a Williamson, c'est une jeune candidate. Elle est pro-vie, ce qui peut surprendre chez les démocrates, mais il y en a. Donc c'est important de noter, mais effectivement, elle a peu de popularité, peu de moyens pour financer sa campagne. La grande surprise, c'est surtout que c'est Kennedy Jr. Qu'on ne voit pas dans cette course. Et pour cause, il a choisi de partir sur une plateforme indépendante, c'est-à-dire qu'il ne sera pas dans les deux grands partis qui sont les démocrates et les républicains. Il crée lui-même son troisième parti, avec ça différentes contraintes qui sont le droit électoral pour lesquels il y a différentes conditions pour pouvoir figurer sur le bulletin de vote lors de l'élection générale. Donc il y a fort à croire que c'est une campagne qui fait beaucoup de bruit, mais qui au final ne gênera pas beaucoup Joe Biden et ne changera pas forcément le cours de cette élection. Merci beaucoup Nicolas Conquer. On continuera évidemment à suivre ça avec vous. On saura finalement que en fait du 15 janvier jusqu'au 4 juin, on va savoir quand est-ce qu'on va savoir si Donald Trump est littéralement le candidat des Républicains. On le saura avant le 4 janvier, 4 juin, vous pensez ? Là, effectivement, au vu de la typologie des États et de leur enchaînement, on le saura avant. Derrière, il peut y avoir des rebondissements du judiciaire et beaucoup de choses peuvent se passer. C'est assez incertain, donc ne prenons pas pour acquis la victoire en Iowa pour que ça détermine la suite de la course. Eh bien, on continuera à suivre ça avec vous, Nicolas Conquer. Je rappelle, vous êtes porte-parole du Parti républicain américain en France. Merci d'être avec nous, d'avoir été avec nous ce matin.